Monsieur le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Royaume du Cambodge et président de la conférence ministérielle extraordinaire de ce jour, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Mesdames, Messieurs. Avant tout, je tiens à vous saluer, à vous remercier pour votre présence à cette CMF extraordinaire en exercice inédit dans notre organisation auquel j'ai le grand plaisir de participer. Depuis ma prise de fonction, j'ai poursuivi les objectifs que vos chefs d'État et de gouvernement m'avaient assignés au sommet d'Erevan, à savoir moderniser notre organisation à l'aube de son cinquantenaire et la positionner solidement pour l'avenir. C'est alors que ma connaissance du système multilatéral et ma longue expérience de gestion au sein d'un gouvernement centré sur l'amélioration du quotidien du citoyen m'ont servi de boussole. Je savais que toute réforme d'envergure, puisque je venais de participer à une au sein de l'Union africaine, nécessiterait le renforcement du sentiment d'appartenance de tous nos membres pour faire de l'OIF une organisation qui réfléchit et qui agit de manière véritablement collective et de là s'approprier le changement voulu. C'est ce socle commun qui nous a permis d'affronter main dans la main les nombreuses crises mondiales traversées depuis 2019, dont certaines auraient même pu fragmenter notre organisation. Je ne déroulerai pas ici, point par point, bien entendu, tout le bilan de mes 2 mandats, mais j'y reviendrai nécessairement pour contextualiser quelques aspects de mon plan pour l'après Phnom Penh, si je suis votre choix. Je n'y reviendrai pas en détail, mesdames et messieurs, parce que ce travail, nous l'avons fait ensemble. Vous le connaissez. Les sommets de Djerba et de Villers-Cotterêts, les CMF de Monaco, de Yaoundé et de Kigali ont été, étape après étape, l'occasion de vous présenter les avancées depuis les réformes de 2019 et vous avez validé et guidé mon action au cours de ces 7 dernières années. Je me représente donc aujourd'hui devant vous car j'aimerais aller encore plus loin en ce moment très intéressant de la vie multilatérale et j'aimerais aussi tenir le cap. Je suis très intéressée à continuer de vous servir. J'aime ce que je fais et c'est un bon moment pour notre organisation. De quel cap est-ce que je parle? Faire de la francophonie un espace plus influent, plus solidaire, mieux gouverné et aligné sur les défis de son époque, tout cela au profit du bien-être de ses populations. Et c'est dans cet esprit que j'ai œuvré à apporter l'OIF au niveau des meilleurs standards internationaux. Nous sommes parvenus à une gestion rigoureuse et transparente des ressources budgétaires, humaines et matérielles de l'organisation, la certification des comptes de l'OIF, chaque année depuis 2019 en atteste. J'ai recentré notre offre de coopération autour de 20 projets contre 49 à mon arrivée. Je n'ai pas recentré pour le plaisir de recentrer, mais c'était pour plus d'impact et pour des résultats plus concrets. La moitié de ces projets a été transférée sur le terrain dans une démarche de décentralisation vers nos représentations extérieures que j'ai placées au cœur de notre action politique, diplomatique et de coopération.
Aux 10 représentations existantes à travers l'espace francophone, j'en ai ajouté 3 pour répondre à la demande de francophonie dans des régions très importantes de notre espace. Beyrouth pour le Moyen-Orient, Tunis pour l'Afrique du Nord, qui étaient déjà toutes deux décidées avant mon arrivée, et Québec, que j'ai initié personnellement avec les autorités québécoises pour la région des Amériques. Parlons des régions francophones importantes, mesdames et messieurs, vous savez bien que l'année 2025 a été marquée par le départ de 3 pays du Sahel, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Une situation que je regrette sincèrement, d'autant que la coopération avec ces 3 pays se déroulait vraiment très bien. C'est malheureusement la conséquence d'une dynamique géopolitique qui dépasse largement notre organisation. Et j'ai eu l'occasion de l'exprimer plusieurs fois. La porte de l'OIF reste grande ouverte à ces pays fondateurs avec lesquels les liens humains, culturels et linguistiques demeurent plus forts que les circonstances politiques du moment. Vous êtes, comme moi, bien placés pour constater que nous vivons des temps très troublés. Le contexte mondial actuel est marqué par des défis à la fois complexes et interconnectés qui menacent non seulement la paix et le développement au sein de notre espace, mais également l'équilibre du système international. Qu'il s'agisse des crises sanitaires, climatiques, des conflits, de l'érosion des institutions démocratiques, des atteintes aux droits humains ou encore des défis de la désinformation. Tous ces problèmes fragilisent la confiance des citoyens envers leurs dirigeants et envers nos institutions. Mais ce qui rend la période actuelle si singulière, à mon avis, ce n'est pas simplement la violence des chocs que nous traversons, mais leur simultanéité et leur imprévisibilité. Rarement, le monde a dû faire face à une telle accumulation de perturbations sur des fronts multiples et en aussi peu de temps. Nous vivons une période inédite où alliances et coalitions se font et se défont sans anticipation et parfois sans compréhension des observateurs. Dans ce système international, l'OIF doit être mieux équipé pour faire des diagnostics précis et rester agile dans cette période concurrentielle et de raréfaction des ressources financières pour le monde multilatéral. L'OIF a besoin, et je vous le propose, mesdames, messieurs les ministres, de consulter plus qu'une fois par an, à travers une CMF planifiée, ses ministres des Affaires étrangères, afin d'ajuster son action et de s'assurer qu'elle réponde prioritairement aux attentes de nos citoyens dans ce monde constamment changeant. Mesdames et messieurs, les critères pour briguer cette fonction indiquent que le candidat ou la candidate doit disposer, je cite, des plus hautes qualités de compétences, de qualifications, d'expérience et d'intégrité. Mes compétences dans les relations internationales et ma parfaite appréciation du potentiel de notre organisation après plus de 7 ans constituent des qualités nécessaires pour préserver et consolider sa place sur l'échiquier mondial. Si je suis votre choix, je veillerai à ce que l'OIF continue de s'adapter et de porter haut et fort les valeurs de solidarité et de dialogue, de respect de la diversité des peuples, des cultures et des langues qui forment son socle. Sur le plan politique, nous avons fait évoluer nos méthodes d'accompagnement des États confrontés à des ruptures de l'ordre constitutionnel avec comme objectif de ne plus sanctionner pour sanctionner, mais de préserver le dialogue tout en restant fidèle aux principes de notre texte politique, la déclaration de Bamako. C'est dans cet esprit qu'a été développé un mécanisme de suivi plus régulier des situations en suspension
permettant d'évaluer les progrès accomplis tout en accompagnant les transitions et en maintenant un lien politique avec les autorités concernées si et quand les pays le sollicitent. Cette approche plus agile nous a permis de sortir d'une logique binaire entre suspension et réintégration au profit d'un dialogue continu fondé sur des critères objectifs et sur l'évolution concrète des situations, encore une fois avec l'accompagnement de l'OIF. Je crois que nous devons approfondir, mesdames et messieurs, la réflexion sur cette nouvelle approche, car dans ce contexte international de plus en plus complexe, la crédibilité de la francophonie repose à la fois sur la constance de ses principes et sur sa capacité à demeurer un interlocuteur utile auprès de tous ses États membres. Dès le début, j'ai eu à cœur de réduire les clivages qui traversent parfois le monde multilatéral, vous le savez mieux que moi, à commencer par la dichotomie nord-sud, pays du nord, pays du sud, trop souvent source de tensions stériles dans le monde multilatéral. Je suis convaincue que la particularité de notre organisation, son ADN profond, c'est précisément son universalité, cette capacité rare à réunir autour d'une même table des États aux réalités et aux intérêts divergents et à les rassembler autour de ce qui nous unit plutôt que de ce qui nous sépare. C'est ce rôle de pont entre les régions, entre les blocs, entre les générations que j'ai cherché à incarner forte d'un réseau et de connexions tissé dans toutes les parties de l'espace francophone et dans le reste du monde. Les crises ne connaissent pas les frontières. Les pandémies ne connaissent pas les frontières. Les difficultés climatiques ne connaissent pas les frontières. Et y répondre exige un multilatéralisme rénové. C'est un plaidoyer que je porte de longue date, bien avant ma venue à l'OIF, dans des think tanks, des groupes de réflexion divers auxquels j'appartenais et où je continue de siéger. Il s'agit notamment de la Fondation Mo Ibrahim, de la conférence de Munich sur la sécurité, du Forum de Sir-Banias pour la région des pays du Golfe, la conférence internationale sur la sécurité en Afrique, le Forum de Tana, la World Policy Conference, la Women Political Leaders Conference, vous excuserez mon mauvais français, ou encore le Cercle des économistes d'Aix-en-Provence, où je serai dans quelques jours. Dans chacune de ces enceintes, je porte fortement la voix de l'OIF et j'y puise également connaissances et analyses utiles à notre organisation. La préservation de la plus-value politique de notre organisation, mon ambition en matière de coopération pour le prochain mandat consiste à amplifier les résultats de nos projets phares. Nous en avons quelques-uns qui méritent de passer à l'échelle, mais aussi, évidemment, à lancer quelques nouvelles initiatives. Dès 2027, encore une fois, si je suis votre choix, je m'attacherai à faire passer à l'échelle des projets phares qui ont fait leurs preuves, dont vous connaissez les détails, notamment la mobilité des enseignants de et en français. Mesdames et messieurs, nous devons enseigner le français si nous ne voulons pas que notre langue continue de reculer. Et la demande est là, de toutes les régions du monde sur les 5 continents. Des projets tels que la francophonie avec elle, qui soutient les femmes en situation de précarité et qui fait des miracles dans nos pays avec les associations de femmes et de la société civile. De la lutte contre la désinformation, des missions économiques, de l'appui à l'état civil ou encore du tourisme durable, notamment par la recherche de financements extérieurs
comme j'ai commencé à le faire avec des entreprises privées, telles que Total Énergie pour le Fonds La Francophonie avec elle, et des banques de développement, telles que la Banque ouest-africaine de développement, aussi pour le Fonds La Francophonie avec elle, ou encore la Banque africaine de développement, mon ancien employeur, avec laquelle nous venons de signer un accord il y a juste une semaine en faveur de l'emploi des jeunes, avec le président Sidi Oukta qui était à Paris cette semaine. D'ailleurs, en suivi de l'appel de Kigali adopté par notre dernière conférence ministérielle, j'aurai à cœur de me focaliser sur la place des filles dans l'intelligence artificielle, une réalité que je m'engage à traiter non comme un sujet parmi d'autres, mais comme une dimension transversale de l'ensemble de notre action pour les années à venir. De l'éducation à la culture, de la gouvernance à l'économie et de la souveraineté linguistique à l'emploi des jeunes. Permettez-moi un petit moment de parler de l'intelligence artificielle. Le numérique et l'intelligence artificielle, je ne vous apprends rien, est un facteur à la fois de réussite économique, mais aussi un instrument important de souveraineté pour nos pays. Pendant mon premier mandat, je me suis efforcée à la transformation dans le domaine du numérique avec la mise à niveau de notre stratégie qui devenait obsolète et des actions précises telles que le programme Déclic, la formation des jeunes au métier du numérique. C'était déjà en 2021. Pendant mon deuxième mandat, je me suis focalisée sur la gouvernance du numérique et l'intelligence artificielle, notamment le Centre des ressources de gouvernance numérique, géré par notre représentation à Genève, une activité qui avait été proposée par la Suisse lors du sommet de Djerba. Je remercie sincèrement la Suisse avec laquelle nous avançons sûrement dans ce domaine de la gouvernance du numérique. Pour mon troisième mandat, j'aimerais bien, avec vous, préparer nos sociétés, nos peuples à l'ère de l'intelligence artificielle, aujourd'hui absolument incontournable. Je continuerai également sans relâche à soutenir les candidats francophones dans les instances internationales, car notre capacité à peser sur les décisions mondiales importantes dépend aussi de la présence des nôtres aux endroits où elles se prennent. Nous nous sommes mobilisés ces derniers temps pour quelques candidats francophones à la tête de grandes institutions dont la Commission de l'Union africaine, l'UNESCO ou encore la Banque africaine. C'est une activité que nous devons continuer ensemble. Sur le plan des affaires, les missions économiques de la francophonie initiées en 2022 ont démontré qu'une communauté linguistique peut aussi devenir une communauté d'opportunités. Je dis souvent, et ce n'est pas une blague, que la poésie n'est pas incompatible avec la prospérité. Près de 2000 entreprises de 30 pays de l'espace francophone, depuis qu'on était chez vous, Monsieur le vice-premier ministre, à la fin de la période Covid, près de 2000 entreprises de 30 pays de l'espace francophone ont déjà participé à nos missions et ont signé plus d'une centaine d'accords commerciaux. En 2027, si je suis votre choix, nous irons encore plus loin en termes de partenaires, de suivi dans la durée des entreprises participantes et de renforcement des passerelles entre commerce, investissement, entrepreneuriat et emploi des jeunes. L'emploi des jeunes, justement, c'est aujourd'hui l'une des attentes les plus fortes exprimées aussi bien par la jeunesse que nous avons sondée depuis 2020 que par vous, nos États et gouvernements. C'est même devenu un sujet à la mode de l'emploi des jeunes. Mais l'OIF agit déjà concrètement sur cette question. À titre d'exemple, avec des projets comme Déclic, la formation au métier du numérique, CAP Innovation
l'accompagnement des startups et mise en relation avec les sources de financement, ou encore Destination Éco-Talent, qui consiste à professionnaliser les petits métiers du tourisme dans le respect de la planète. Plus de 26 000 jeunes ont bénéficié de nos actions entre 2024 et 2026, avec des taux de certification supérieurs à 75%. Aujourd'hui, plus de 40% d'entre eux déclarent avoir accédé à une activité professionnelle et nous nous en réjouissons grâce aux compétences acquises. Ces résultats démontrent que nous savons accompagner efficacement les jeunes. Le défi est désormais de changer d'échelle car les besoins sont énormes. En 2027, si je suis votre choix, je continuerai bien sûr de travailler avec les acteurs et institutions de la Charte, avec notre société civile très dynamique pour le moment, les organisations internationales et régionales, ainsi qu'avec toutes les structures qui nous permettent de mener à bien tous nos projets comme la Fédération francophone des affaires, l'Alliance des patronats francophones ou plus récemment l'Association internationale des régions francophones. Le budget de l'OIF, mesdames et messieurs, a quant à lui été stabilisé, grâce notamment à la révision du barème des contributions statutaires, dont je vous remercie énormément, désormais mieux aligné sur le niveau de développement de nos pays membres. Mais stabiliser n'est pas suffisant. Pour relever l'ensemble de ces défis, je m'attacherai à diversifier nos sources de financement en poursuivant la recherche de fonds privés et en mobilisant davantage d'États membres autour d'une contribution plus juste et plus équilibrée au budget de l'OIF. Tout ce que je viens d'énoncer, j'en suis convaincue, mesdames, messieurs les ministres, est indispensable pour l'avenir de notre organisation, sans égard à celui ou celle qui sera choisi pour la diriger pour les 4 années à venir. Le défi de la désinformation, les problèmes de l'état civil dans de nombreux pays de notre espace, la langue française plus accessible sur les plateformes, ce sont des sujets extrêmement importants pour notre organisation. Encore une fois, sans égard à qui dirige cette organisation. Mesdames et messieurs les ministres, l'OIF, et je le dis très humblement, est aujourd'hui plus forte, plus agile et plus efficace, et les attentes qu'elle suscite, comme le crédit dont elle bénéficie auprès de nos États membres et de nos bénéficiaires et de nos partenaires, en témoignent. Je mesure chaque jour la richesse inouïe de ce monde à part entière qui s'appelle la francophonie. Et c'est cette idée qui me motive, cette idée selon laquelle, derrière chaque défi, il y a des opportunités immenses. Pour moi, qui suis une citoyenne du monde, profondément africaine, évidemment, rwandaise toujours, je n'ai pas changé, polyglotte, être francophone, c'est avoir une identité forte et parfois multiple. Je le dis aussi très souvent, je suis une francophone décomplexée avec plusieurs identités. Nous devons accomplir en tant que citoyens, mais aussi en tant qu'institution, ce qui fait avancer notre organisation. Secrétaire général, État membre, acteur de la Charte et autres partenaires. Il en va de même pour notre organisation. Mesdames et messieurs, je voudrais terminer avec un mot de remerciement devant vous, puisque vous travaillez avec nous depuis plusieurs années déjà. Un mot de remerciement envers l'administratrice de l'OIF, Caroline Saint-Hilaire, avec qui je travaille en toute complicité. Nous travaillons dur aussi. À nos cadres et agents de l'OIF, je suis évidemment le visage et la voix de l'organisation, mais
tous ces bons projets dont je vous ai parlé, tous ces résultats, ne sont pas les résultats que de mon travail. Je voudrais ici dire à quel point et l'administratrice et les cadres et les agents de l'OIF aujourd'hui portent très bien notre institution. Je voudrais aussi remercier nos représentants extérieurs et nos instituts avec lesquels vous travaillez, que vous connaissez bien, qui aussi ont fait du chemin et gardent l'enthousiasme de notre organisation. C'est ça la francophonie, c'est l'efficacité dans la diversité. J'observe souvent nos représentants dans vos capitales respectives lors de mes déplacements et je suis fière d'avoir insisté pour que notre diversité soit représentée dans notre espace à travers nos représentations régionales, avec un Belge à Bucarest, en Sénégalais à Bruxelles, en Roumain à Antananarive, une Djiboutienne à Québec, je ne sais pas comment elle fait pour la météo, en Arménien à Beyrouth, une Tchadienne à Tunis, en Gabonais aux Nations Unies à New York, en Togolais à Libreville, un Belge à Genève, une Congolaise RDC à l'Union africaine à Addis Abeba, il y a quelques mois en Suisse à Hanoï. Je n'ai pas voulu nommer un nouveau représentant à quelques mois d'une décision sur le prochain ou la prochaine secrétaire générale. Une Vietnamienne à Lomé, au Togo, et en béninois à Port-au-Prince, une Tunisienne à Dakar avec notre institut francophone pour l'éducation, une Bulgare à Djibouti, chargée de l'apprentissage du français dans le monde, et une Française à Québec à l'Institut de la francophonie pour le développement durable. C'est cela la francophonie, c'est cela notre force. Et c'est cette conviction que je souhaite porter jusqu'à Phnom Penh, si je suis votre choix, au-delà de Phnom Penh, et je vous remercie. Je vous remercie, Madame Mushikiwabo, pour votre présentation. Maintenant, j'ai une petite liste qui commence à s'allonger. Et je vais commencer par le ministre du Djibouti. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame Mushikiwabo, Madame la Secrétaire générale, et vous remercie pour votre exposé clair, exhaustif, mais surtout qui dresse un bilan positif et réussi, qui se projette sur un mandat à venir encore plus exaltant et encourageant pour votre personne et pour notre organisation. Je vous entends parler d'un troisième mandat, mais j'aimerais rappeler que la période Covid vous a privé de 2 bonnes années d'activité, donc j'aimerais parler plutôt d'un mandat et demi. Et pourtant, durant cette période, tous les voyants de l'OIF sont ouverts sur les plans politiques, institutionnels et financiers. Je ne sais pas si peut-être le choix de votre robe, mais tout est ouvert et je vous en félicite. Pour revenir à ma question, j'aimerais savoir comment comptez-vous amplifier la francophonie économique qui est en marche et qui est déjà bien établie à travers l'Alliance de patronat, le Forum des affaires ou encore l'Association des régions francophones. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci pour le compliment. La francophonie économique est une réalité de notre espace. C'est aussi une demande du monde des affaires, surtout au niveau des petites et moyennes entreprises. Je pense que les grandes entreprises, les multinationales n'ont pas vraiment besoin de la francophonie pour être introduites dans différents pays, mais ce créneau des PME
est une réalité que notre organisation doit accompagner. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Rien qu'au niveau des missions économiques et commerciales, animer vraiment un réseau après les missions. Nous avons commencé à faire cela avec un retour sur les lieux des missions économiques depuis 2022 et créer un vrai réseau des petites et moyennes entreprises de notre espace. Ensuite, de laisser les hommes et femmes d'affaires travailler avec eux. Je pense que nous pouvons aussi solliciter en avance des missions économiques et commerciales des sociétés précises. Nous serons chez vous à Djibouti en octobre de cette année. Les thèmes et les domaines d'intérêt pour les PME francophones, et j'imagine votre pays aussi, tournent autour de l'actualité. Aujourd'hui, le transport maritime, qui est un domaine que votre pays maîtrise. Le fait que votre pays soit une région qui appartient à plusieurs continents, le fait que vous êtes un pays encore à découvrir, je crois qu'au-delà des 2-3 jours que les missions économiques durent, il y a l'opportunité de rassembler après les missions les différents participants. Nous avons constaté, et c'était moi qui connais assez bien le continent africain, nous avons découvert que pendant les missions économiques et commerciales, plusieurs acteurs économiques d'une même région ne se connaissent même pas et profitent donc de ces rencontres pour faire des affaires entre eux. Au-delà des missions économiques de la francophonie, la francophonie économique des territoires est quelque chose qui n'a pas été encore exploré comme il faut. Je me rends compte avec différentes régions, que ce soit ici en France où les régions sont assez bien organisées, mais dans d'autres régions du monde aussi. Nous étions à Abidjan il y a à peine 2 semaines avec l'Association internationale des régions francophones. C'est un potentiel qui n'est pas encore exploité. Et notre rôle dans le domaine économique est surtout un rôle de catalyseur, de passerelle entre hommes et femmes d'affaires qui travaillent dans les mêmes domaines et qui sont intéressés à travailler ou à investir dans d'autres pays. Nous sommes l'accompagnateur des acteurs économiques. C'est aussi un domaine où il y a encore beaucoup à explorer. On ne peut pas parler de francophonie économique, évidemment, sans parler de l'emploi, parce qu'une grande partie de nos pays membres font face à un sérieux problème de manque d'emploi et de chômage de la jeunesse, raison pour laquelle plusieurs de nos programmes actuellement tendent à avoir une partie dédiée à la préparation à l'employabilité, mais aussi, comme nous le faisons par exemple avec l'initiative qui soutient les start-up des jeunes francophones dans le monde et qui les aide aussi à connecter avec les sources de financement. C'est un domaine aussi où il y a de l'espace pour aller plus loin et pour grandir. Évidemment, en tant qu'organisation internationale, avec des contacts dans plusieurs régions de notre espace, nous servons aussi de temps en temps, je l'ai fait moi-même, à créer des connexions entre des sociétés commerciales, économiques, venant d'une région à une autre. Je sais par exemple que la région de l'Asie-Pacifique est très intéressée par l'espace des pays africains francophones. Je sais que le Canada et le Québec sont aussi en train de créer des liens, veulent créer des liens avec le reste du monde francophone. C'est un rôle aussi que notre organisation peut jouer d'une manière beaucoup plus explicite. Merci, Madame Moshikibabo.
Je voudrais donner la parole maintenant à l'ambassadrice du Vietnam. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la Secrétaire générale, pour la présentation d'un plan d'action visionnaire. Notre question concerne également la francophonie économique. Nous voulions demander que pourrions-nous faire davantage afin de renforcer la francophonie économique, mais cette question a été posée, donc nous posons une question plus concrète. Quelle est votre appréciation quant à la faisabilité de la création d'un nouvel opérateur dédié spécifiquement à la francophonie économique? Une telle structure apporterait-elle, selon vous, une réelle valeur ajoutée par rapport aux mécanismes existants ou conviendrait-il plutôt de renforcer les institutions actuelles? Je vous remercie. Merci beaucoup, le Vietnam. Si j'ai bien compris, vous demandez la valeur ajoutée de la création d'une structure de la francophonie économique, c'est ça? Oui. Oui, c'est ça, et la faisabilité d'une telle initiative. D'accord. Je dirais oui et non. D'abord, non, parce que je pense qu'avant en parlant de faisabilité, je pense qu'avant de créer des structures, nous en avons déjà plusieurs dans l'écosystème de la francophonie. Il faudrait vraiment s'assurer qu'il y a une valeur ajoutée avec une structure. Il faudrait aussi se poser la question de savoir si les objectifs qu'on veut atteindre avec une structure à caractère économique sont atteignables sans créer cette structure, notamment en s'organisant peut-être mieux, en mettant en place peut-être des groupes de travail de différents pays qui sont intéressés par les aspects économiques de la francophonie. Et donc, c'est oui, mais après avoir fait ce travail de s'assurer que nous ne créons pas une structure qui va être portée par la francophonie sans vraiment apporter une plus-value que les acteurs déjà présents ne pourraient pas apporter à nos États. Merci pour votre réponse. J'invite maintenant le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Merci, Monsieur le Président. Madame la Secrétaire générale, le dernier rapport sur la langue française montre que si le français progresse globalement dans le monde, son évolution demeure plus contrastée dans certains contextes multilingues, dont le Rwanda, où des défis persistent en matière d'usage de la langue. Or, le Rwanda a fait le choix de présenter votre candidature alors même qu'il est lui-même engagé dans un important effort de consolidation du français. Votre présence à l'EIF a permis des avancées significatives, notamment le déploiement du programme de mobilité des enseignants français, dont le Rwanda a été le premier bénéficiaire et qui a résulté en l'intégration de la formation des enseignants de français dans la politique nationale du pays. Si vous étiez reconduite pour un troisième mandat, quelle nouvelle solution proposeriez-vous pour renforcer durablement l'enseignement et la pratique du français au Rwanda, tout comme dans les autres pays francophones confrontés aux défis du multilinguisme? Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre. Je suis à la tête de la francophonie comme une personne qui a toujours aimé la langue française. Je suis allée jusqu'aux États-Unis d'Amérique apprendre le français. J'ai grandi dans un Rwanda très francophone et qui maintenant est de plus en plus multilingue avec l'anglais, le swahili et notre langue nationale. Quand je suis allée faire mes études aux États-Unis d'Amérique, j'étais intéressée par les relations internationales, mais j'ai plutôt opté pour une maîtrise en langue française.
Et donc, c'est un sujet qui, pour moi, puisque vous mentionnez mon pays aussi, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, après avoir observé les différents programmes langue française au sein de notre organisation, je dirais tout d'abord que pour que la langue française continue d'évoluer, pour que la langue française puisse intéresser la jeunesse plus qu'elle ne l'est aujourd'hui, ça va être une entreprise commune entre l'OIF, nous avons un rôle très important à jouer, mais aussi vous les États et d'autres partenaires. Le programme que vous avez mentionné de mobilité des enseignants qui m'a été demandé par vous, mon pays, dès mon arrivée à la tête de l'organisation, est un programme qui m'a réjoui parce que, justement, dans cet esprit de responsabilité partagée, le Rwanda a intégré la méthodologie, le programme dans la politique nationale d'enseignement des langues. Non seulement cela a donné du poids à la langue française entre 4 langues officielles, mais aussi ça nous a donné une base, nous, l'OIF, dans le recrutement des enseignants qui se rendent dans le pays. C'est un programme que nous avons aussi aux Seychelles, au Ghana et je pense déjà commencé au Cambodge. C'est une entreprise commune. Il y a l'action de l'OIF, il y a l'action du pays, particulièrement les ministères de l'Éducation, et il y a ce que nous avons fait, notamment avec le Ghana et le Rwanda, la nécessité de mesurer les avancées de la langue française. J'étais très, très contente de voir, après Djerba, après la déclaration sur la langue française, dans un monde multilingue, de voir beaucoup de nos pays membres se porter volontaires pour être évalués sur l'état de la langue française et les possibilités d'évolution de cette langue dans ces pays-là. C'est donc une entreprise que nous allons devoir mener ensemble. C'est aussi notre constat qu'une fois que ce programme de mobilité des enseignants, par exemple, fait ses preuves dans un pays, les pays ont tendance à demander plus d'enseignants. Ensuite, pour un troisième mandat, l'OIF doit poursuivre des actions très, très concrètes concernant la langue française. D'abord, investir dans les enseignants. Ce ne sera pas possible. Je sais que le Commonwealth, par exemple, à travers ces instituts, j'ai pratiqué le Commonwealth puisque mon pays appartient aux deux, alloue des budgets très importants à l'enseignement de l'anglais. Et je pense que, entre autres mesures, il faudra vraiment investir davantage dans les enseignants, notamment en renforçant les compétences numériques. Notre institut pour l'éducation basé à Dakar a des programmes qui sont là depuis un certain nombre d'années, qui ont été beaucoup plus numérisés et qui, par des méthodologies à distance, nous aident à former beaucoup d'enseignants en langue française. Donc, c'est un programme qui existe déjà, qu'on peut aussi passer à l'échelle avec plus de financement. Je pense qu'il y a aussi plusieurs personnes qui peuvent être formées sur le plan pédagogique, y compris, encore une fois, en ligne et hors ligne, pour pouvoir capitaliser sur les connaissances que les enseignants dans les pays ont déjà. Et pour l'OIF, évidemment, je l'ai mentionné tout à l'heure, que ce soit à travers nos réseaux régionaux d'enseignement de français, que ce soit directement avec les pays, les ministères de l'éducation, des instituts, il faudra qu'on profite beaucoup
des avancées qui viennent avec l'intelligence artificielle et le numérique pour pouvoir former et avancer sur la langue française. Certains de ces programmes, comme je l'ai dit, existent déjà, il faut les passer à l'échelle. D'autres, il faudra très attentivement les mettre en place avec notamment notre institut pour l'éducation qui est basé à Dakar. Encore une fois, merci, Madame Mouchikibabo. Je vais peut-être donner la parole à l'ambassadeur de Maurice en attendant que l'on règle les problèmes techniques. Président, on reste dans la même région. Madame la secrétaire générale, merci beaucoup pour votre exposé, pour votre bilan, pour votre brillant bilan. Après 2 mandats consécutifs, j'imagine qu'il faudra quand même redoubler d'ingéniosité pour éviter de retomber dans une certaine routine et d'apporter quelque chose de nouveau pour faire de l'OIF un outil mieux géré, une francophonie plus économique, plus visible et plus utile. J'aimerais beaucoup vous entendre sur quelles sont vos priorités dans les prochains 12 mois, justement. C'est toujours difficile lorsqu'on enchaîne des mandats de se réinventer. J'aimerais beaucoup vous entendre sur vos prochains 12 mois, quelles sont vos priorités. Merci. Merci beaucoup, Maurice. C'est une bonne question. J'y réfléchis parce que quand je suis arrivée à l'OIF en janvier 2019, j'avais tout à découvrir. J'avais une maison à laquelle je devais m'adapter et j'avais la difficulté de décider qu'est-ce qui est prioritaire. Tellement il y avait plusieurs aspects qui s'enchaînaient et je savais aussi que quand on est nouveau ou nouvelle à la tête d'une organisation, on a un petit moment de lune de miel, mais après, on commence à vous demander des comptes. Moi, je dirais que de janvier 2027 à décembre 2017, le temps j'ai parlé de financement pour passer à l'échelle, mais je pense que 2 aspects de notre travail immédiatement sont très importants, notamment le travail qui se fait au niveau de l'intelligence artificielle. À la fois mobiliser, impliquer nos États dans les décisions au niveau mondial, commencer des vrais dialogues avec les différentes plateformes, il faudra parler anglais pour cela, mais aussi des programmes tels que les désordres de l'information, qui au début, je me rappelle quand j'ai fait mon voyage, c'était mon premier voyage en Moldavie en 2023, je pense, je ne me rendais pas compte à quel point cet aspect était très important, non seulement pour la politique, les aspects politiques du pays, avec la conjoncture dans la région, mais aussi pour le quotidien des Moldaves. Nous avons ce programme dans au moins 7-8 pays aujourd'hui. Il n'y a pas de temps à perdre dans la lutte contre la désinformation. Les groupes avec lesquels nous travaillons, que ce soit des groupes de médias indépendants, que ce soit des organisations plus structurées qui travaillent sur la désinformation, sont prêts à grandir, sont prêts à créer des plateformes pour pouvoir amener plus de personnes qui apprendraient comment, par exemple, faire la vérification des faits. La question de la désinformation est un vrai fléau, mesdames et messieurs, je pense que vous le savez déjà. Ce programme, quand nous l'avons commencé, je me disais, la désinformation, c'est dans certains pays, c'est par rapport au conflit dans le monde, c'est par rapport à la jeunesse qui s'amuse un petit peu sur les réseaux sociaux, mais c'est un vrai souci aujourd'hui pour tous nos États et je pense que c'est un des programmes qui est déjà
qu'on a déjà commencé, mais avec lequel on sent qu'on pourrait faire beaucoup plus et peut-être explorer aussi plus, c'est déjà le cas, l'aide de l'intelligence artificielle aussi avec ces groupes avec lesquels notre direction politique travaille. Au-delà de la lutte contre la désinformation, j'essaie de ne pas inventer la boussole parce que nous avons une programmation qui va jusqu'à la fin 2027, donc ça doit continuer de toute façon avec des budgets déjà programmés. Mais je crois aussi que sur le plan politique, il y a du travail à faire en 2027. Je vois que dans notre espace francophone, puisque c'est l'espace qui nous intéresse d'abord, il y a certains espaces, certaines régions où nous devons nous impliquer beaucoup plus. Nous sommes sollicités régulièrement et déjà en avance sur des exercices électoraux dans plusieurs États. Mais je pense que nous devons puiser beaucoup plus et le plus rapidement possible dans les ressources politiques dont bénéficie notre organisation, nos réseaux qui sont très nombreux, on en a plus de 60, qui peuvent nous aider dans la résolution des conflits, dans la médiation. Nous avons certains pays ici présents qui nous ont déjà proposé des ressources politiques, des hautes personnalités à la retraite, des personnalités techniques, notamment pour nous lancer beaucoup plus dans l'aspect médiation, des conflits. Alors, évidemment, j'ai mentionné tout à l'heure la découvrabilité. C'est un sujet qui est aussi un sujet d'actualité pour nos pays. C'est aussi dans l'air du temps, avec la montée de l'intelligence artificielle. Mais nous savons aussi que pour beaucoup d'activités, c'est beaucoup plus long qu'une année. Mais je parle en termes de priorité pour rien que l'année 2027. Les activités économiques, évidemment, nous sommes en pleine sélection du prochain pays accueillant la mission économique et commerciale. J'ai reçu hier dans mon bureau un élu de la Louisiane qui demande que vous, les membres de la famille francophone, veniez dans une j'allais dire, une belle aventure économique en Louisiane. J'ai dit que je vous poserai la question. C'est aussi l'année 2027, une année où, puisque nous serons en fin de programmation, où nous devons beaucoup travailler sur le programme des 4 années qui suivent, avec la toute dernière activité peut-être qui serait urgente en début d'année 2027, qui est d'aller vers des financements privés. Et encore une fois, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire puisque je vois que nous devons faire plus, nous devons trouver plus d'impact dans nos projets, mais aussi il y a cette volonté de plusieurs acteurs de financement de s'associer à notre organisation. C'est le cas avec la Banque africaine avec laquelle nous comptons monter d'échelle de 20 000 jeunes formés au métier du numérique à 100 000 jeunes. Nous allons commencer avec 5 pays déjà identifiés. Voilà autant d'activités qui sont urgentes et qui occuperaient l'année 2027, que je sois là ou que ce soit quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Madame Mouchikirabo. Comme je vous l'ai dit auparavant, je dois rester respectueux de l'égalité du temps qui est imparti pour toutes les candidates et candidats. Donc, nous sommes maintenant dans l'obligation de mettre fin à cette audition. Et je regrette sincèrement de ne pouvoir donner ou redonner la parole aux ministres et délégués qui ont sollicité une intervention. Mais honnêtement,
c'est vrai pour toutes et tous les candidats. Je vous remercie donc pour ces échanges, Madame Mouchikababo, et vous souhaite une bonne fin de journée.